Alors aujourd'hui, on se retrouve et on va voir PowerShell pour le pentest, pour les pentesters. Hein. On verra les principales utilisations de PowerShell dans les tests d'intrusion, les interactions avec les fichiers, l'analyse du réseau, l'énumération du système. Tout sera couvert. Hein. Donc concrètement, hein, on a un accès direct au shell. Hein. Il s'est passé quoi? Bah, il s'est passé que j'ai compromis la machine. Hein. Typiquement, on va se mettre dans la situation, hein, on va simuler là un attaquant ayant un shell à la cible. Ok? J'ai peut-être réalisé un exploit, hein, pour exploiter une vulnérabilité existante où je me suis servi de l'injection de commande sur une application web pour récupérer la main via WinRM. Ok? Donc là, je suis connecté en SSH à la machine de façon sécurisée et j'ai les informations d'identification de l'utilisateur qui s'appelle Walter et j'ai son mot de passe. Ok? Donc, je vais faire une petite série où on va revoir les bases PowerShell parce que c'est un outil puissant à maîtriser et bah, que vous ayez un accès direct au shell ou que vous essayez de faire une attaque Living off the Land, hein, en vous servant ou de vous servir d'un serveur de command and control comme Covenant, hein. PowerShell, ça reste un outil puissant à maîtriser, comme je vous le disais. Donc là, ça couvrira les bases de PowerShell, celles qui sont utiles lors d'un engagement, lors d'un pentest. Donc on va voir ça. Donc, euh, on va voir un petit peu notre ami Walter. Walter, il a quoi? Il a un desktop. Hmm. Oh, il a PowerView. Ça a l'air vachement bien, dis donc. Ok, donc notre ami Walter s'est mis à PowerView visiblement. Ça doit marcher du feu de Dieu. Donc vous le savez, tous les scripts en PowerShell terminent par PS1. Enfin, il y a d'autres extensions, mais la plus connue, on va dire, c'est la PS1. Ok? Et bah nous, on va voir un peu comment manipuler tout ça. Ok? Le but, ça sera d'utiliser, dans une attaque Living of the Land, utiliser encore une fois des langages de programmation qui sont intégrés à la machine, des outils qui sont intégrés à la machine. Pourquoi? Pour être plus discret. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux manipuler les fichiers, je peux manipuler des processus. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, on est dans PowerShell. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut quasiment tout faire en fait, hein, pour emmerder l'utilisateur. On peut lui démarrer des processus dans son dos sans qu'il sache. Ok. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On peut lui mettre Notepad. Voilà, je vais démarrer. Et le pauvre Walter sur son bureau, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va avoir le Notepad qui va se lancer. Ok? Donc c'est tout à fait possible. Comment je sais ça? Ben, je vais voir que, bim, je viens de lancer le notepad à distance sur la machine. Ok? Puisque j'ai le contrôle sur la machine. CMD, 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 il est où notre notepad? Hmm. Ok? On l'a lancé sans problème. Donc, on va avoir des petits trucs, mais qui peuvent être utiles. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh ben, on peut récupérer, par exemple, un processus. Là, je l'ai cherché à la main. Qu'est-ce que je peux faire? On a l'excellent get process. Euh, ok. Et je vais lui dire, bah quoi? Un nom, hein, et je veux quoi? Bah, Notepad. Pareil, il nous le trouve. Il nous dit, écoute, ah ouais, pas de problème. Tu vois, il a un ID de 4416. Donc pareil, je peux emmerder totalement l'utilisateur et faire un kill sur 4016. Hein. Et là, on va voir que bah, ouais, le processus n'est plus présent. C'est normal, je viens de le tuer. Ok? Donc ça, c'est des petits trucs simples, mais ça vous servira toujours. Ok? Avec les sorties de commandes, ça peut être difficile à lire ou elles vont nécessiter un traitement supplémentaire en ajoutant export CV. Hein, vous allez créer un fichier CSV avec la sortie de la première commande. Ok, ça peut être extrêmement utile. Hein, scrolling, ce que vous voulez. Et ça, bah, justement, deux commandes, et on va pouvoir faire de la recoupe. Ok, le but c'est de savoir qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux usurper, et après je peux faire quoi? Je peux faire, après mon get process, je peux faire un get content. Sur quoi? Bah, sur mon fichier. Le fichier s'appelle comment? Process. Ok. Et là, bah voilà, j'ai extrait hein, tout ce qui tourne en mémoire sur la machine. Ok? Donc vous voyez que bon, c'est mal formaté hein, parce que là je zoome pour que vous soyez plus à l'aise.
mais vous voyez qu'il y a un paquet d'informations. Ok? Après, j'ai plus qu'à exfiltrer hein, les fichiers sur mon ordinateur et je vais pouvoir avoir une vision plus objective du système d'information, ok, ou système d'exploitation, en tout cas, du serveur. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le get content, en fait, c'est l'équivalent du cat hein, sur Linux, ok? Techniquement, hein, ni plus ni moins, en fait, si je fais un get content là-dessus, ça marche aussi. Ok? Donc plusieurs façons de faire. Mais j'aurais pu faire un type tout à fait en PowerShell, process. Ok? Ça marche aussi. D'accord? Donc comment on peut copier? On peut copier via deux commandlets. On a copy item et move item. Ok? Donc techniquement, rien de bien compliqué. Copy item va copier le fichier hein, et move va le déplacer. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un cadir test. Ok, je viens de créer une arborescence test et je vais faire un copy item. Je veux quoi? Le process. Ok, et je lui dis bah écoute, ça va aller dans le test. Ok, ok. Donc voilà, j'aurais pu faire un move item à la place de copy. Ça marche aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux également récupérer euh, des haches, ok? On a get file hash, et ça c'est extrêmement utile hein, pour comparer hein, des fichiers, chercher pour bah, des bouts de code de malware hein, sur Virus Total. En tout cas, on se sert des haches constamment pour faire des comparaisons, vérifier l'intégrité des fichiers, vérifier des signatures de malware, etc., etc., etc. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ben je peux, on a quoi qu'on a dit? Ah, Power View. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un get file h de quoi? De Power View? Ok. Je récupère du SHA-256. Ok, mais je peux tout à fait aussi changer l'algo. Ok. Par défaut, ça prend du SHA-256. Je peux lui dire, écoute, Coco, t'es gentil, tu prends ce que tu veux, un chat, un chat. Ok. Donc voilà, pareil, truc à connaître, obligé. Donc, on va récupérer la valeur MD5. Pareil, on s'amuse. Tu veux du MD5? Pas de problème. MD5. Ok? Donc, on voit comment on peut jouer hein, sur les différentes fonctions de hachage avec les différents algorithmes. Ok? Donc, maintenant, on peut également télécharger des fichiers grâce à PowerShell. On va s'en servir tout le temps, 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 tout le temps. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, on va utiliser Meterpreter. Hein. Hein, donc techniquement, au niveau du DLL, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein, je peux faire ça, je peux faire quoi? Alors, ça peut être un peu complexe, je peux le comprendre, mais il va falloir créer un nouvel objet. On va voir si ça passe. Ok, on va faire un new object. Ok,
puisque vous savez qu'on travaille sur les objets, des classes et des méthodes hein, en PowerShell. Donc, on va appeler la classe net et on a web client, ok, comme son nom l'indique, client web, ok. Et tout ça, je lui dis, bah écoute, tu vois, tu vas me download, hein, file, et bon, là on est pas en camel case, pardon, et là on va lui donner bah, mon adresse IP. Hein. Et, bon, et on voit qu'il récupère le flag 3 sans aucun problème une fois que j'ai ouvert le port, et on a notre flag 3. Ok, donc c'est un moyen d'exfil ou de pousser un fichier, hein, naturellement. Là, j'ai récupéré, si je fais mon pipe flag, on voit qu'il arrive à le lire sans aucun problème. Ça a été récupéré de quoi? De mon Kali Linux. J'ai parfait. Donc là, je vais faire quoi? Je vous disais, c'est beaucoup plus simple. On va utiliser invoke, hein, web request. Et là, bim, on voit qu'on a récupéré Wawa. Ok, donc ça c'est deux façons différentes d'utiliser bah, téléverser, télécharger des fichiers. Ok, enfin là en l'occurrence télécharger des fichiers à partir du Kali Linux. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, vous devez comprendre les règles de sécurité au niveau de PowerShell. Ok? Une fois qu'on a téléchargé un script PowerShell, hein, le premier truc à faire, c'est l'execution policy. En fait, hein. L'execution policy, c'est pas une caractéristique de sécurité. D'ailleurs, il y a beaucoup d'administrateurs système qui pensent que c'est lié à la sécurité, mais pas du tout. En fait, c'est une mesure de sécurité supplémentaire, mais elle peut être contournée sans aucun problème. Alors, pour rappel, on a des stratégies d'exécution parce que justement, le PowerShell peut être militarisé. C'est ce qu'on appelle l'execution policy. Comment je peux l'avoir? Je vais faire un get hein, pour récupérer une valeur. Et je veux récupérer quoi? Execution policy. Hein, et je lui demande de l'afficher sous forme de quoi? De liste. Ah, tu veux pas. Je peux pas taper aujourd'hui. Ok? Donc, on voit qu'on a plusieurs scopes, hein. Hmm, on a le machine policy, user policy, process, current user, local machine. Ok? Donc, ce qu'il faut retenir, on a les all signed, ok? Les scripts peuvent s'exécuter parce qu'ils sont signés par un éditeur approuvé ou par Microsoft. On a le bypass, contournement. Tous les scripts peuvent s'exécuter et aucun avertissement ou invité ne sera affiché. Techniquement, c'est ce qu'on va faire. On va prendre toujours ça, on va faire un bypass. Par défaut, c'est en restricted sur les clients Windows et c'est en remote sign pour les serveurs Windows. Qu'est-ce que ça veut dire? Restricted sur les postes clients, c'est la configuration par défaut, ça permet l'exécution de commandes individuelles, mais ça n'autorise pas les scripts, naturellement, pour pas qu'on se fasse pirater. Les remote sign, à l'inverse, sur les serveurs, ça veut dire quoi? Ça nécessite pas que les scripts locaux soient signés numériquement, ok? Très souvent, on se sert de script PowerShell en sysadmin, en administration système, hein, pour faire des tâches récurrentes, ok? Pour vider les logs, pour exfiltrer des logs, pour lancer des jobs de sauvegarde, peu importe, ok? Donc, c'est utilisé plus sur les serveurs que sur les postes clients, on est d'accord. Non défini, on a aussi non défini, cela montre qu'aucune stratégie d'exécution spécifique n'a été définie, hein, cela signifie que les stratégies d'exécution par défaut sont appliquées, donc restreint sur les postes clients et remote signed sur les serveurs. Et sans restriction, la plupart des scripts s'exécutent. Donc on a cette stratégie d'exécution. Hein. Comme je vous disais, l'execution policy, c'est pas une fonctionnalité de sécurité et ça peut être contourné par les hackers en fait. Hein. On a plusieurs alternatives pour contourner l'execution policy et techniquement c'est le premier truc qu'on fera hein, euh, quand on essaie d'attaquer des serveurs ou des postes clients Windows. Ok? Et parfois bah, il faut que l'utilisateur dispose de privilèges de compte admin, sinon ça marche pas. Et ça va nous compliquer la tâche parce qu'il faudra qu'on fasse une escalade de privilèges. Ok? Donc comment je peux faire un bypass? Eh ben c'est pareil, on va lui dire écoute, tu vois le PowerShell, là je suis en PowerShell, ok? Je veux dire, écoute, tu me lances une nouvelle instance de PowerShell, ok? Et cette fois-ci, je veux par exemple que l'execution, ok? Pour ici,
soit quoi? En bypass tout le temps. C'est ce qu'on prendra. Et je veux par exemple un fichier. Alors je vous montre un exemple. Je veux charger PowerView qui est dans mon. Hein, voilà. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a demandé? Hein? D'exécuter PowerShell via un bypass et de charger PowerView. Maintenant, je peux utiliser en théorie PowerView. Ok? Ok? Ça marche mieux. Set execution policy bypass code process. Ok? Donc là, qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est pas mal, mais ça définira la stratégie d'exécution uniquement pour la session PowerShell en cours et ça reviendra aux paramètres initiaux une fois la session PowerShell fermée. Donc c'est limite un petit peu plus discret. Ok? Donc maintenant on va voir un peu comment on fait de la reco hein, au niveau du système. On a plusieurs scripts PowerShell hein, qui sont disponibles pour la reconnaissance, mais bah, il y a de fortes chances que si vous modifiez pas, vous refactorisiez pas le code, eh ben, vous allez vous faire péter par les antivirus. Maintenant, à vous d'apprendre comment faire de l'obfuscation. Euh, voilà. Mais c'est pas autorisé par YouTube, donc je pourrais pas vous montrer. C'est à vous d'aller creuser. Lisez mes 150 bouquins. On vous en apprend un peu plus sur ces techniques. Mais typiquement, c'est ce qu'on va faire quand on fait des tests en entreprise. Ok, l'antivirus se base sur des signatures. Et ben, on va donner une nouvelle signature à notre euh, payload. Ok, et il y a plein de techniques. Voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais c'est possible. À vous de chercher, à vous de trouver. Faites vos devoirs, votre homework. Ok. Donc, le niveau de correctif du système cible aura un impact sur les étapes suivantes hein, au sein de la compromission initiale. Et là, ça peut être intéressant d'avoir justement tous les correctifs qui ont été déployés. Ok? Quand on est une équipe rouge et qu'on doit escalader, chercher notre chemin d'escalade de privilège ou récupérer des informations supplémentaires sur le système cible, ça peut être extrêmement utile. Ok? Donc on a quoi? On a le get hotfix. Ok? Et là, ça va venir nous récupérer en PowerShell tous les KB, les knowledge base. Ok? Et on voit que là, le contrôleur de domaine s'appelle Watchman DC, ok? Domain controller. Et on a soit des mises à jour, soit des security updates, ok? Et là, j'ai tout, quoi. Quand est-ce qu'elles ont été installées, par qui? Bah, NT Authority System, les différents KB. Et après, moi, j'ai quoi? Bah, j'ai juste à aller sur Internet, hein, rechercher sur Google. Il va me dire, oui, t'inquiète pas, tiens, coquin. C'est génial, ok? Donc voilà, ça va permettre de faire de la reconnaissance, ok? Et on peut aussi mettre en page, hein, parce que tout le but c'est de combiner les différentes options qui vont s'offrir à nous, ok? Et qu'est-ce que je peux faire? Voilà, donc là ça y est, Google s'est réveillé, voilà, j'ai le KB, je vais aller regarder qu'est-ce qu'il fait, hein, etc., etc. Vous avez compris, c'est le principe de reconnaissance. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vous disais, pardon, on va pouvoir demander avec FindString, ok? FindString, format list, tout ça, pouvez les utiliser et c'est extrêmement utile pour afficher le résultat de la commande getHotFix, ok? Donc ça, c'est cool, mais moi, je vais mettre format de list et je vais faire un grep, ok? Histoire que ça soit un petit peu plus sexy. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on pipe, hein, comme sous Bash, on va faire format, hein, list. Ça, c'est au niveau de notre liste. Je crois que c'est en minuscule là, cette fois-ci. Et on va faire un find string. Ok. Find str. Je vais y arriver. Ok. Et là, bah ouais, pas de souci. Install on. J'ai toutes les dates. Ok. Quand est-ce que ça a été installé? Donc ça, c'est cool. On voit que on commence à mettre en forme. C'est un petit peu plus sexy. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire, écoute, je veux euh, que les KB, ok? L'heure, c'est bien, mais moi, je veux les KB. Là, on a fait un format list. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire format table. Table, je veux quoi? Bah, je veux les hotfix. Ok? Hotfix ID. Ok? Je récupère tous les KB. Ok? Donc, vous voyez comment vous pouvez formater, format list, format table. Ok? Ça vous servira tout le temps. Ok?
Ce tableau, donc le format table, ça permet de gérer des tableaux en fait, hein. Ça va répertorier uniquement les données fournies dans une colonne sans qu'il soit nécessaire d'utiliser find str, find string. Ok? Donc en utilisant format table suivi du nom de la colonne qui nous intéresse. Là, nous, c'était quoi? C'était hotfix ID. Ok? Et ça répertorie, hein, au niveau de la sortie uniquement là, les KD. Les KB, pardon. Ok? Donc on voit que c'est extrêmement utile. Pareil, qu'est-ce que je peux vous montrer si je fais un dir là? Dir là c'est cool. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un dir, je pipe, je lui fais quoi? Format? Ah putain, WS, format. Hein, format list, vous pouvez? Ok. Dézoomer un peu parce que ça va un peu déroutant visiblement. Ok. Et on voit qu'on récupère beaucoup plus d'informations. Ok. C'est toujours un dir, mais bah là vous avez tout. Ok. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, on va accéder à encore plus d'informations. Donc là, moi, je suis en SSH, ça pète un peu la sortie, hein. À la limite, il faudrait que je l'exporterai comme je vous ai montré au début. Mais techniquement, on va avoir quoi? On va avoir plein d'informations, hein. Quand est-ce que ça a été enregistré, toutes les sorties, en fait, au niveau de dire. Ok? On récupère un paquet d'informations sur les objets, hein. Donc ça peut être extrêmement, extrêmement utile, hein. Récupérer last access time, les last write time, les creation time, tout ce qui est horodatage, tout ce qui est métadonnées, hein, ça peut être extrêmement utile. Donc comme je vous disais, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire aussi format list, ok? Ou ouais, format list, où on va faire plutôt notre get hotfix, ok? Si je veux faire de la reco, je vais faire quoi? Je vais enregistrer tout dans un fichier. Comment je peux faire ça? Bah, vous vous rappelez tout à l'heure, on a utilisé le outfile. Bah, on va faire pareil. Outfile hotfix.txt. Ok, ça l'enregistre dans hotfix.txt. Ouais, moi. Ouais, ok, ça marche. Ouais, ta gueule. On peut même pas bosser des cours, on peut t'emmerder pour une demi. Faire des trucs là, comme si on avait pour 2 jours. Ça me pèse. Donc, revenons à nos moutons. 4 notes fixes. Enfin, on va faire un type. Voilà. Et on a tout récupéré. Donc, vous voyez qu'il va falloir conjuguer tout ça, hein, honnêtement. Les get content. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous pouvez également utiliser pour lire le contenu d'un fichier, hein, comme type montré dans l'exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser, par exemple, si je fais un get, on peut lui demander out, donc qui commence par out et qui finit par ce que vous voulez. Ok? Là, ça va me permettre de chercher les CMDLS qu'on utilise et en gros à quoi ils servent. Un PowerShell Utility, Core et leur nom. Ok? Donc ça, pareil, pour trouver les commandes en PowerShell, ça peut être extrêmement utile. Donc ensuite, on peut faire un peu de reco au niveau du réseau.
Hein, exemple, j'ai envie d'envoyer, je sais pas, un ping aux adresses 10.0.2.1 à 10.0.2.15. Ok? Je prends une plage d'IP donnée, mais j'ai pas une map et tout ça. Bah, c'est pas grave. Attendez. Ok, je prends mon script et je lui dis, écoute, copain, là c'est 10. Ok, non, non, pas bon. Là, je veux du quoi? Je veux du 10, 10. Ok? 186. Hein, 10, 186. Ok? Et tu vas me pinguer toutes les machines sur le subnet. Ok? Sous masque réseau. Ok? Donc voyons, comme vous pouvez bidouiller, modifier, hein, et vous voyez que on peut faire de la reco. Euh, donc, laissez-moi vous expliquer quand même. Ok? Qu'est-ce que c'est tout ça? Bah, la première partie de la commande, hein, qui est délimitée bah, par le pipe, ça définit la plage du dernier octet, comme vous vous en êtes rendu compte. Ok? La plage, je la modifie. Au début, on est parti sur 15 machines. Ensuite, je vais demander 255 machines. Ok? Ensuite, la deuxième partie, elle génère, en fait, elle imprime l'adresse IP à utiliser et on fait un canal de communication pipe, hein, vers la ligne de commande. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait? On fait un grep, en fait, hein, des lignes qui incluent la chaîne TTL, ok? Puisque généralement, quand une machine répond, on a le TTL, ok? Donc ça va nous permettre de récupérer que les machines qui répondent au ping, ok? Et à partir de là, bah, on aura les informations. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux utiliser une commande similaire qui va générer à l'aide des fonctions client socket et TCP existantes, hein, qui sont présentes dans Windows. On va scanner par exemple les 1000 premiers ports TCP de la cible et on va faire une redirection vers dev nul, hein, pour envoyer toute erreur à nul, hein, pour que la sortie soit plus propre et qu'on ne soit pas pollué, hein. C'est ce qu'on fait également sous Linux. Ok? Donc qu'est-ce que je peux faire cette fois-ci? Je vais lui dire, écoute, alors, une machine au hasard, hein, si elle répond pas, vous avez bien compris que bah, c'est normal. C'est juste pour vous montrer. Je vais dire, je veux du premier au 1024e port, hein, donc techniquement les common ports, hein. Je fais mon $echo, là c'est bien. Par contre là, il va falloir modifier. Ok, qu'est-ce qu'on veut? Il nous faut un nouvel objet. Donc new object. Ok, on va jouer sur la classe net. Il y a quoi? Il y a les sockets, je vous ai dit, et on a le TCP client. Ok, il nous faut un client TCP justement pour pouvoir, hein, bah, se connecter. Donc ça donnera quelque chose comme ça, et on va se faire notre redirection parce qu'il va nous polluer sinon. Dollar nul. Ok. Donc là, il trouve rien, c'est normal, il n'y a pas d'adresse, mais je vous montre, ça fonctionne bien, il va venir scanner les 1024 ports. Je retire les erreurs et vous allez voir qu'il teste bien. Ok? Pour vous montrer que ouais, il est bien en train de tester les 1024 ports. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va utiliser PowerView, hein, qui est l'un des moyens les plus efficaces de collecter des informations sur un contrôleur de domaine. Je vous mettrai les liens en description, hein. Donc on va, comme je vous le disais, on a contourné déjà, on a fait un bypass pour importer. Maintenant, on va charger le module. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je peux faire un get net domain controller. Ok. Il va venir nous récupérer toutes les données sur le contrôleur de domaine. Connaître l'adresse IP du contrôleur de domaine sera utile pour mener des attaques de l'homme du milieu et pour concentrer nos efforts sur les cibles de grande valeur. Ok, je peux faire quoi? Je peux faire un get net user. Ok, pareil, je vais récupérer, hein, tous les comptes qui sont présents au niveau du contrôleur de domaine. Ok, et je peux tout à fait me servir, si j'ai une interface graphique, de Out Grid View, hein, pour voir ça dans une GUI, ou là, si je suis en SSH, je vais lui demander d'exporter vers un fichier CSV pour pouvoir le lire ultérieurement. Ok? Donc, on voit que c'est super
utile. Qu'est-ce que je peux faire? Name, ok? Beaucoup plus simple à lire, ok? Je fais mon get end user, je le passe en paramètre, mais là je lui dis, écoute, hey, appelle à la méthode mais name, ok? Je veux que le nom. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Je peux faire un get net user, un select expand property last login, ok? Je veux le last login, la dernière fois qu'il s'est connecté, ok? Et là, je récupère pareil, tout, ok? Donc on voit comment on peut jouer là-dessus, hein, computer, ok? Pareil, on va avoir des informations sur le contrôleur de domaine, tous les systèmes connectés au domaine, hein, on peut s'en servir également avec Ping pour énumérer les systèmes actuellement en ligne. Comment je peux faire ça? Bah, hop, je me dis quoi? Ok? Donc là, il y aura que ceux qui sont connectés, puisqu'il va les pinguer avant, il va pas afficher ceux qu'on ne peut pas pinguer. Ok? Donc ça, c'est cool. On voit qu'il existe 4 systèmes sur le domaine, mais il y en a que 2 qui sont en ligne. Ok? Donc ça permet de faire des comparaisons. Ok? Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire encore? On a quoi? On a le net computer, on a le net group, hein. Certains comptes peuvent être membres du groupe important, tels que les administrateurs de domaine, savoir quels comptes ont des privilèges utiles, ou sont des membres de groupes d'intérêt sera utile pour le mouvement latéral et l'escalade de privilèges. Donc, on a pour ce faire get net, cette fois-ci c'est group, ok? Et on aura tous les groupes, ok, qui peuvent être intéressants, qui peuvent nous donner des informations. Ok? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire par exemple on va faire un get euh, net group, hein, d'où l'importance de comprendre le PowerShell parce que ça va vous faire gagner du temps. Hein, je lui demande quoi? Ben, je veux, hein, tous les domaines admin, les administrateurs du domaine. Là, il me les sort. Ok? Donc tout ça, c'est les commandes. Je vous mettrai des descriptions où vous avez des cheat sheets, hein, pour vous en rappeler. Je veux trouver des partages, des shares sur le contrôleur de domaine. Oui, Oui, ta mère? oui, oui, je sais pas, elle arrête pas de m'appeler. Là, je suis en train d'enregistrer mon cours. Elle vient dans 10 minutes et on part. Il y a Madame Pio qui est déjà arrivée. Ah bon? Elle est là-bas. Donc, elle vient pas te chercher. Ah d'accord, Elle ok. pensait que ça elle mettrait plus de temps que ça. Et du coup, elle arrive. Donc, Bon. on irait vers 11h. Hein. Ok, ça marche, comme ça je peux faire mon cours. Parfait. Merci Annette. Alors, donc oui, les partages réseau, hein, qui vont nous permettre. Ok. Là, il va essayer de me retrouver. Et pourquoi j'ajoute un check share access? C'est pour répertorier uniquement les partages qui sont lisibles, ok? Que on pourrait attaquer éventuellement, ok? On peut également énumérer la stratégie de groupe. La stratégie de groupe est utilisée pour configurer les ordinateurs connectés au domaine. Si je fais un get net GPO, je vais pouvoir récupérer les informations sur les stratégies appliquées. Ok, donc on voit qu'on a, bon là il trouvait un, je vais abréger, mais vous inquiétez pas, ça marche bien, je peux vous assurer. On peut faire quoi? Un getNet, hein, et GPO. Donc là, les group policies, ok? Là, je récupère toutes les règles de sécurité. Ok? Et ça va me permettre de comprendre un peu mieux comment je pourrais les exploiter, comment je peux abuser de certaines failles dans le système via des GPO, hein. Techniquement, essayer de passer du temps à comprendre quelles stratégies sont définies pour fournir, pour nous, des vecteurs d'attaque lors d'un pentest, hein. Typiquement, est-ce qu'il y a un pare-feu qui est désactivé quelque part? Est-ce que Windows Defender pourrait être désactivé quelque part? Et ça me permettra de pousser sur cette machine tous mes scripts, hein, en PowerShell militarisés et ça me servira de sésame
pour attaquer d'autres machines, ok? Soit à partir du contrôleur de domaine, soit à partir d'un poste client, ok? Qui fait partie de la forêt. Donc on voit qu'on peut. Après voilà, hein, c'est des techniques, tactiques, procédures qu'il va falloir apprendre. Et bah voilà, au début c'est extrêmement complexe, il y a beaucoup à faire. Ok? Donc le domaine que vous testez a peut-être une relation d'approbation également avec un autre domaine, hein. Si c'était le cas, bah on pourrait étendre la portée de la reconnaissance au domaine. Et là je pourrais passer éventuellement via un get, je peux faire un net domain trust, ok? Pour voir justement euh, les domaines de confiance, ok? Et là il n'y en a pas, ok? Mais je pourrais par exemple demander un domaine précis, je sais pas, je vous donne un exemple. Et le truc s'appelle, je sais pas, infra, point local. C'est un exemple. Ok? Je vais pouvoir aller requêter, et là il me dit bah non, ouais, ça marche pas, c'est normal. Ok, puisqu'il n'y a pas le domaine. Mais vous allez pouvoir aller requêter, il suffit d'ajouter domaine, hein, plus suivi du nom de l'autre domaine. Ok? Qu'est-ce qu'on peut faire? Savoir quels systèmes utilisateurs actuels peuvent accéder aux privilèges de l'administrateur local pour faciliter les mouvements latéraux. On a l'excellent Find Local Admin Access. Donc ça c'est pareil, c'est à apprendre. Find Local Admin Access. Ok? Je sais que je vais pouvoir me servir de ce compte. Ok? Donc je vous mettrai des sources pour Power View, comment le télécharger, comment l'utiliser. Allez voir le repo GitHub, allez voir euh, Hacking Tricks, qui a un module complet sur Power View pour faire de la reconnaissance. Ok? La reconnaissance, mais pas que. On peut faire de la post-exploit aussi. Ok? Donc, bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.